Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là, si nombreux, c'est chouette, pour donc la parution de ce nouvel ouvrage à l'ombre des pontons 2, l'inventaire de la biodiversité portuaire, donc nouveau recensement. Je suis ravie de vous retrouver ici. On a officiellement ouvert donc l'ouvrage et puis les expositions dans le jardin du Vieux-Port. Donc on vous invitera aussi à aller vous balader dans le jardin du Vieux-Port dès demain. Moi je suis Angélique Fontaneau, je vais me présenter peut-être aussi. Je suis responsable QSE au port de plaisance de La Rochelle depuis un bon bout de temps, un peu plus de 20 ans maintenant. Et donc il y a plus de 50 ans, le Marais perdu, c'était une grande vasière. Aujourd'hui, cet espace il est complètement anthropisé. Les 15 km de ponton accueillent plus de 5000 bateaux sur les 70 hectares du port, ce qui fait de notre port de plaisance le plus grand de la façade atlantique, avec une grande forêt de mâts, puisqu'on a une grande majorité de voiliers à La Rochelle. Néanmoins, cette superficie de superstructures en bois, métal et plastique, elle est complètement colonisée de milliers d'espèces. Alors en 2005, quand moi je suis arrivée au port de plaisance, j'ai mis en place le système de management de l'environnement selon la norme assez ambitieuse ISO 14001. Et un de mes premiers projets, ça a été un inventaire de biodiversité portuaire. Ce travail collaboratif, il a donné le premier ouvrage à l'ombre des pontons, auquel l'université évidemment, l'IFREMER, la LPO, le Centre de recherche des mammifères marins et l'école de la mer ont participé. Donc c'était déjà un travail très collaboratif. En effet, le port de plaisance, c'est un engagement environnemental de longue date. Et depuis ce premier inventaire, nous avons accueilli au sein du port des dizaines de stagiaires, des thésards de l'Université de La Rochelle, pour mieux connaître cette biodiversité, pour étudier son état de santé, son fonctionnement, et même plus récemment, développer cette biodiversité avec les pondoirs à sèche de M. Pierre Rideau notamment. Ces travaux ils ont été reconnus avec notre nouvelle certification, Port propre, actif en biodiversité. 20 ans après, ce nouvel inventaire, c'est un bel ouvrage à nouveau très collaboratif, dans lequel différentes techniques ont été utilisées. Et ce bel outil de sensibilisation, c'est l'aboutissement de ces années d'études, mais aussi et surtout, c'est le point de départ de nouveaux travaux, de nouveaux projets. On va vraiment continuer. Et pour cela, un comité scientifique sera réuni à l'automne afin d'élaborer une stratégie biodiversité pour continuer à mieux comprendre cet écosystème si particulier dont va nous parler Vincent Amani. Merci Angélique, bonjour à tous. Donc je me représente, je m'appelle Vincent Amani, je suis docteur en biologie marine et ça fait maintenant 7 ans que j'étudie l'écosystème portuaire. Alors on va faire un peu d'histoire et je vais vous parler un peu de cet environnement qui est très particulier. Avant, on va commencer par faire quelques définitions. Un écosystème est composé d'une biocénose, c'est-à-dire tous les organismes vivants, la partie biotique, et d'un biotope, à savoir toutes les parties non vivantes abiotiques, c'est-à-dire les facteurs environnementaux, les structures. Dans l'étude écosystémique, on considère souvent rarement l'homme. Pourtant, il fait partie des forces majeures qui gouvernent notre planète actuellement. Afin de redonner une place plus écosystémique à l'homme dans nos études écosystémiques, on a décidé avec la communauté scientifique de donner le terme socio-écosystème pour les environnements où l'homme est extrêmement présent ou les environnements qu'il a façonnés. Dans ces études, l'homme n'est plus au-dessus ou une nuisance pour cet environnement, il en fait simplement partie comme toute autre composante de l'écosystème. Il fait partie à la fois de la biocénose en tant qu'humain, mais aussi il va façonner son biotope en créant un environnement particulier.
Les ports sont de très très bons exemples de socio-écosystèmes. C'est un environnement qui est structuré. On a du coup une biocénose qui est riche de diversité, mais surtout un biotope bien structuré par des digues, des pontons, des bateaux. Ils sont plus ou moins artificiels. On va retrouver des fois des structures métalliques, en bois, en plastique, ou parfois complètement naturelles, avec c'est juste certains ancrages. Cet écosystème original, à La Rochelle, on le retrouve ici dans le plus grand port de plaisance de la façade atlantique, comme l'a dit Angélique. Et on remarque qu'il est extrêmement bien structuré, avec 4 grands bassins, ici, une entrée d'eau ici, une entrée d'eau ici. Chaque bassin a des caractéristiques hydrodynamiques bien différentes, comme vous pouvez l'imaginer. L'eau qui rentre ici, elle va circuler beaucoup plus rapidement ici que ici. Et donc on va avoir une biocénose qui va être impactée par ce nouveau biotope. C'est une biocénose qui est extrêmement riche et diversifiée. C'est quasiment impossible de la quantifier, d'autant plus qu'elle est tout le temps en perpétuelle évolution. Elle va être à la fois façonnée par les espèces qui vont suivre les bateaux, mais elle va être aussi façonnée par toutes les espèces présentes dans l'Atlantique. Le port de La Rochelle, si on regarde les côtes de l'Atlantique, ici elles sont assez pauvres. On a un environnement qui est sablo-vaseux, peu d'espèces sont présentes parce qu'il n'y a pas d'enrochement pour qu'ils puissent se nicher. Et le port des Minimes de La Rochelle, c'est vraiment un hotspot de biodiversité, car on va retrouver une vie très riche et diversifiée, ancrée dans cet environnement. C'est un habitat qui est structuré. Alors, comme vous pouvez voir, ici on est sous un ponton. On va avoir des espèces qui vont être présentes à la fois dans le substrat, à la fois dans la colonne d'eau, des espèces que l'on dit pélagiques, les poissons par exemple, mais aussi présentes sur les pylônes et sous les pontons. C'est cette partie-là sur laquelle je vais plus m'intéresser aujourd'hui, mais on va aussi vous parler un peu du reste de l'environnement portuaire, mais je vais me concentrer sur ces petits pontons. C'est un environnement qui est structuré. Donc on a un support qui est complètement inerte, fait de plastique ou de bois, et qu'on imagine impropre à l'établissement de la vie. Pourtant, il y a une diversité extrêmement riche qui va pouvoir s'y poser. Tout d'abord, on va avoir des biofilms bactériens et des biofilms algaux qui vont pouvoir se mettre dans les plus petites infractuosités du plastique. Ce sont les premiers arrivés. Ensuite, tout va être une histoire de compétition et le premier arrivé, premier servi, si vous voulez. Au printemps, on va avoir un recrutement larvaire assez impressionnant. Plein de larves vont vouloir venir coloniser ce nouvel environnement qui est disponible, ce ponton qui est complètement libre d'accès. Cependant, très peu vont pouvoir se fixer sur ces pontons. Mais certaines y arrivent. On retrouve par exemple ici, on retrouve par exemple ici une moule. Il ne faut pas que je clique sur le bouton. On retrouve ici par exemple une moule, une acidie dont on parlera un peu après, ou des huîtres qui vont pouvoir s'ancrer grâce à leur byssus, vous savez ce que vous grattez quand vous mangez les moules, ou leurs coquilles sur ces pontons. Ces espèces sont dites ingénieurs, elles vont structurer l'habitat, c'est-à-dire qu'elles vont créer un habitat propice à d'autres organismes. Mais on y reviendra juste après. Là, vous avez un exemple bien concret de cette superposition d'espèces. On a un ponton que vous imaginez ici en gris en dessous, puis des espèces qui vont venir se poser dessus, des acidies par exemple, ou là des bryozoaires et des algues. D'autres espèces vont pouvoir coloniser ces espèces, puis des espèces vont pouvoir venir s'y promener. À la base de cet écosystème, comme je vous l'ai dit juste avant, on retrouve les espèces ingénieurs. Elles portent très bien leur nom parce qu'elles vont permettre de créer un environnement favorable pour d'autres espèces, soit par leur simple présence, soit par leur façon de vivre. On va retrouver du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les moules et les pétoncles et les huîtres qui vont pouvoir se fixer à ces pontons. D'autres espèces comme les algues et les bryozoaires vont pouvoir se fixer dessus. Ils vont créer une sorte de canopée dans laquelle plein d'organismes vont pouvoir se réfugier. Mais ils vont aussi permettre à des espèces dites sessiles, fixes, de pouvoir s'ancrer dessus. Donc on va retrouver par exemple les anémones que vous connaissez bien, qui sont ici collées sur une huître. Ces espèces associées fixes vont enrichir l'écosystème et vont aussi permettre à d'autres organismes de se cacher. Donc on va retrouver déjà des espèces aussi fixes assez jolies. Je voulais vous montrer quelques vers que l'on connaît, que l'on aperçoit des fois en regardant au bord du ponton, mais souvent que l'on néglige. Ici, des serpules qui ont des jolis palpes labiaux qui servent à se nourrir. On va retrouver aussi des éponges ou des acidies de couleurs multiples. Quand on regarde sous un ponton en plongée, c'est pas autorisé, mais pour les chercheurs c'est autorisé. Quand on regarde sur un ponton en plongée, on a l'impression de plonger dans un milieu complètement tropical. Vous avez des couleurs de partout, du rouge, du bleu, du vert. C'est vraiment grandiose, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Et dessus vont venir se cacher plein de petites espèces. On va retrouver les crevettes que vous connaissez bien, quelques crabes, des coquillages. On va retrouver aussi des nudibranches, ces petites limaces de mer, plus ou moins colorées, qui vont pouvoir se réfugier en fait à l'intérieur de ces autres espèces.
Vous l'imaginez bien, foisonnement de vie, beaucoup de proies, beaucoup de prédateurs. Donc on va retrouver plein d'espèces qui vont venir se nourrir en fait dans cet écosystème. Donc on va avoir des poissons, mais on a d'autres qui vont aussi venir juste pour se reposer, se réfugier ou se reproduire, comme ici une blénie. Et on a aussi bien entendu quelques autres grands prédateurs comme les méduses que l'on voit régulièrement sur nos côtes et qui vont venir se nourrir en fait dans ce refuge riche de vie. L'écosystème portuaire, c'est un écosystème qui est à interface terre-mer, donc on ne retrouve pas que des espèces aquatiques, on va aussi retrouver des espèces à plumes ou à écailles qui vont venir en fait se reposer, s'en servir comme nichoir, comme lieu de reproduction ou juste comme endroit pour manger une petite frite ou une glace chez tonton Maboule avant de repartir en mer. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de lever la tête après une plongée et de me retrouver qu'à côté d'un couple de bernaches en train de se promener qui venaient manger quelques organismes le long des pontons. Mais l'écosystème portuaire, ça abrite aussi d'autres organismes et c'est aussi l'occasion de se rendre compte qu'un écosystème comme un port, c'est une continuité, c'est raccroché à l'océan. Donc les espèces qui sont présentes dans le port de La Rochelle vont aller plus tard au large, poussées par les marées ou juste par leur envie d'aller se promener un petit peu. Et les barques que l'on rencontre quelques kilomètres au loin du port, il se peut qu'ils soient passés quelques jours avant dans le port des Minimes ou quelques heures avant dans le port des Minimes pour se reposer ou se repaître. Et les grands prédateurs, comme les dauphins, vont venir s'en nourrir. Donc c'est pour cela aussi que quelques milles au large, on peut rencontrer des grands dauphins ou des dauphins qui viennent en fait aussi profiter de cet environnement. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si c'est un écosystème, nous on l'a défini par des bornes, dans la réalité il n'y a aucune borne. C'est un travail collaboratif où de nombreux acteurs en fait participent. Vous imaginez bien qu'il y a plusieurs disciplines, on a des ornithologues, des plongeurs, et des biologistes en fait, qui vont étudier cet environnement. Donc ce travail est effectué notamment par l'ALPO pour la partie ornithologie, par le Subaqua pour les recensements en plongée, par le lien CNRS pour les estimations d'abondance des espèces sous les pontons et pour les poissons, avec des tests environnementaux comme de l'ADN environnemental. Mais on a aussi l'école de la mer qui participe avec nous à ces recensements, le musée de La Rochelle et bien sûr le parc naturel marin. Tout ça, c'est un ensemble de chercheurs, de passionnés et d'acteurs en fait, qui viennent travailler avec nous pour essayer de comprendre et définir cet environnement. Je vais vous parler un peu plus maintenant de mes recherches à moi personnellement que j'effectue depuis 7 ans. Vous imaginez bien qu'un écosystème comme un port, c'est impossible à caractériser. C'est beaucoup trop grand, c'est beaucoup trop vaste, c'est tout le temps en perpétuelle évolution, donc il faut faire un choix dans ces recherches. Moi, j'ai décidé d'étudier un groupe très particulier, ce sont les organismes filtreurs. Qu'est-ce qu'un organisme filtreur? On va retrouver par exemple les huîtres dont je vous ai parlé tout à l'heure, les moules, les acidies une fois encore, et les pétoncles. Ce sont des espèces qui vont filtrer l'eau de leur milieu pour se nourrir, mais qui vont surtout être fixées sur les pontons une bonne partie de leur vie. C'est intéressant pour plusieurs choses. Comme je vous l'ai dit juste avant, ce sont des espèces ingénieurs. Sans elles, quasiment peu de vie dans le port, moins de vie dans le port, parce qu'elles vont permettre à d'autres organismes de se fixer dessus, ou en tout cas de venir se réfugier. Ensuite, comme elles sont sessiles, c'est-à-dire qu'elles restent fixées une partie de leur vie sous les pontons, elles vont aussi sans cesse subir les contraintes de l'environnement. Donc pour nous, en tant que chercheurs, c'est un super laboratoire à ciel ouvert, on peut récupérer un organisme et voir ce qu'il a subi, ce qu'il a vécu. Ce sont donc des espèces que l'on dit bioindicatrices. Elles vont stocker les contaminants, elles vont stocker tout ce qu'il y a présent dans l'environnement, et on va pouvoir derrière les étudier. Ces espèces sont encore plus intéressantes parce que par leur mode de nourrissage, en filtrant l'eau de leur environnement, elles vont être du coup perpétuellement en contact avec les conditions environnementales, mais elles vont aussi être en contact avec les sédiments qu'il y a dans la colonne d'eau. Elles vont capter ces sédiments, en digérer une partie, les relarguer, et ces relargas vont participer à l'envasement du port. Là où c'est extrêmement intéressant, c'est que dans mes études, je me suis rendu compte que, à l'échelle de l'environnement portuaire, 3,2 tonnes de sédiments passaient par ces organismes chaque jour. Donc, une espèce clé que j'étudie depuis 7 ans. L'objectif de mes recherches, c'est vraiment de comprendre les interactions entre ces espèces et l'environnement portuaire. Pour cela, mes études sont divisées en 3 parties. La première consiste à connaître leur population, voir comment ils sont présents dans l'environnement portuaire, qu'est-ce qui explique leur présence ou leur absence. Comprendre ensuite l'effet de l'environnement portuaire sur leur métabolisme, plein d'études d'écotoxicologie pour voir l'effet de certains stress sur leur métabolisme ou non. Et ensuite, comme je l'ai dit juste avant, voir l'effet de ces organismes sur l'environnement portuaire par l'axe de l'envasement, c'est de comprendre comment ces espèces vont moduler ou non les vases du port. En termes de quantité, mais aussi en termes de qualité, parce que les vases qui passent par ces organismes-là
vont avoir des textures, des structures différentes. Là, c'est intéressant pour les gestionnaires du port, qui vont pouvoir réfléchir aussi au système de désenvasement approprié en fonction des espèces présentes. Je parle un petit peu vite, hein, mais si vous avez des questions, vous pouvez me les redire après, pas de problème. Donc, je vais me concentrer sur la partie plus étude des communautés, qui m'intéresse ici, notamment par rapport à l'ouvrage de l'inventaire de biodiversité. On a voulu créer un échantillonnage qui n'était pas impactant pour ces espèces-là. Donc, on a choisi de faire des photos sous les pontons. Comme ça, on ne détériore pas notre environnement et on peut étudier les espèces dans l'environnement portuaire. C'est un échantillonnage qu'on a mis en place du coup depuis 7 ans. On fait 4 photos sur la largeur du ponton, tous les 5 mètres, un ponton sur 2. Je pense que certains d'entre vous ont pu me voir, si vous avez un bateau dans le port des Minimes, avec ma canne et mes étudiants en train d'essayer de prendre des photos. On a créé un système avec un retour de Wi-Fi filaire, ce qui nous permet d'avoir directement une vue sur notre téléphone de ce qu'on a sur les pontons. Ici, vous avez une image d'une photo prise sur un ponton. Je vous en montre d'autres pour vous rendre compte de ce que ça donne. Et là, on se rend compte qu'il y a une multitude d'espèces. On a des fois plus de 1000 acidies par photographie. On a des dizaines de pétoncles, des centaines de moules. Et ensuite, il faut compter tout ça. Alors au début, on l'a fait à la main, comme tout le monde. On prend notre petit pointeur sur notre ordinateur et puis on va venir entourer espèce par espèce. Puis on va venir les compter. Moi, j'ai perdu 3 degrés à chaque œil à cause de ça. Vous imaginez, mes stagiaires encore plus. 7 ans de données, 3000 images par an, 1000 individus par photographie. Un travail incommensurable. Mais heureusement, actuellement, on a l'IA qui nous aide quand même pas mal et qui optimise beaucoup notre travail. 700 heures par campagne, 700 heures d'analyse de données par campagne. Un taux de détection qui est pas trop mal, mais qui est pas terrible non plus. Avec l'IA, on a 1 heure pour 10 campagnes. Donc j'étudie 10 ans de données en 1 heure. Et encore, quand mon PC il a du mal à s'allumer. On a un taux de détection qui est de 98%. Il est quasiment imparable. L'IA est largement meilleure que nous. Elle se trompe quasiment jamais. Souvent, c'est nous qui lui induisons des erreurs. Donc un outil actuellement dont on ne peut plus se passer. Malgré tous les coûts énergétiques que ça occasionne, on ne peut plus travailler sans actuellement. Mais ces recherches ont une autre vocation, c'est pas uniquement pour savoir quelles espèces sont présentes, c'est aussi pour essayer de comprendre ce qui explique leur présence. Donc derrière, on va venir faire des cartographies de leur habitat. Ici, on a par exemple la quantité de pétoncles, la quantité d'huîtres présentes, de moules dans l'environnement portuaire. Et on va chevaucher ces données avec des données environnementales. Ici, vous avez des données hygrométriques de l'environnement portuaire. Et l'objectif, c'est d'essayer de comprendre ce qui impacte leur distribution. Pourquoi il y en a plus de moules ici, pourquoi il y en a plus de pétoncles ici. Et ça, du coup, c'est tout un travail de recherche derrière. On va essayer d'expliquer et de comprendre leur présence ou leur absence. Ce travail s'intègre dans un travail encore plus grand, comme je l'ai dit juste avant, où on va venir du coup étudier l'effet des contaminants sur leur métabolisme, l'effet des variables environnementales, en fait, tout simplement sur leur métabolisme. Puis, on va essayer de comprendre en laboratoire, espèce par espèce, quel est leur rôle dans l'envasement portuaire. Voilà, merci de votre attention. Je vais laisser la parole à mon collègue. Eh bien, bonjour, bonsoir. Moi, je me présente également, donc Michael Rabillet. Je suis médiateur scientifique au Muséum d'Histoire Naturelle, j'accompagne les publics, et chargé de la collection de malacologie. Je m'occupe des coquillages. C'est ça, la malacologie. Et puis, occasionnellement, je participe à des inventaires de biodiversité organisés par le service Grandes Expéditions du Muséum National d'Histoire Naturelle, qui m'emmène en Martinique, aux Saintes, en Corse. On n'a pas des boulots faciles. Et oui. Et donc, je suis ici ce soir, vous parler, en fait, un petit peu, on va aller descendre au niveau des espèces. Donc, je vais parler de quelques espèces particulières qu'on n'en emporte pas toutes. On va pas, sinon, il y a encore demain matin, si on a quelques centaines d'espèces qui ont été identifiées lors de ces inventaires. Mais donc, juste quelques-unes. Ça ne sera pas très long. Et puis, faire un petit peu aussi le lien avec les inventaires d'une manière plus générale. Voilà. Et donc, on va commencer par, finalement, certains organismes qu'on a déjà vus tout à l'heure avec Vincent, donc des acidies. Voilà. Les acidies, donc, sont des organismes qui vivent fixés sur le substrat. Ils font partie d'un groupe qui s'appelle des thuniciers et qui représente 95% des espèces de thuniciers, les 5% restants étant des espèces plutôt pélagiques.
Les acidies, on en connaît 3000 espèces dans le monde actuellement. 300 espèces sur les côtes atlantiques. Et on en a trouvé un peu plus de 10, ouais, ça doit être 17, hein, à peu près 17 espèces, par les plongeurs en tout cas, dans le port de Plaisance. Voilà. Pourquoi je m'attarde sur ces organismes-là? Tout simplement parce que la biodiversité, quand on fait les inventaires, ça se passe à 3 niveaux. On fait l'inventaire des milieux de vie, les habitats. Ensuite, il y a le deuxième degré d'étude, ce sont les espèces qui le composent. Et puis le troisième degré, ce sont les molécules. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas d'inventaire sans faire de prélèvement de tissus pour retrouver des éléments de génétique qui permettent de séparer ou de rapprocher des groupes ou des espèces. Vous pouvez très bien avoir 2 coquillages, des petits coquillages blancs avec des carrés noirs qui vivent à 2 endroits de l'Indo-Pacifique. Et on se dit c'est la même espèce qui a une grande aire de répartition. Et puis en fait, on prend des spécimens, on prend des tissus, on prélève les tissus, on fait la recherche ADN et on s'aperçoit qu'on a affaire à 2 espèces différentes, mais qui, en fonction des contraintes de l'environnement, ont eu la même réponse adaptative et se sont mis à faire des petits carrés noirs. Voilà. Donc tout ça, sans la génétique, ça passerait à l'as. Hein. Donc vraiment, la biodiversité, ça s'étudie à ces 3 niveaux et on la met actuellement aux normes du XXIe siècle, cette biodiversité. Donc de par, la localisation des prélèvements, des échantillonnages, des photographies, etc., c'est-à-dire le GPS et autres. Ça évite un petit peu ce qu'on a dans nos musées, sur les collections anciennes avec des étiquettes où il y a marqué Conus, Literatus, Océan Indien. Ah, merci pour la précision. Et puis ensuite, la photo numérique. Et le troisième niveau, évidemment, c'est le prélèvement de tissu pour la génétique. Voilà. Et donc, comme disait Vincent tout à l'heure, oui, on peut avoir 1000 acidies au mètre carré. Et donc là-dessus, en fait, il y a plusieurs espèces sur cette image, dont les clavelines. Donc tout le monde a été un peu émerveillé tout à l'heure en regardant ça. Hein. Quand même joli, hein, transparent comme ça. Voilà, donc ça fait partie des acidies coloniales. Hein. Il y a 2 types, il y a des acidies solitaires et des acidies coloniales. Les clavelines, ça se présente en petits bouquets d'une dizaine à une centaine d'espèces, de spécimens. Et donc particularité de ces acidies, que possèdent aussi plein d'autres espèces de ce genre-là, hein, de ce type, c'est qu'il n'y a pas d'organismes qui viennent les coloniser, elles restent toutes propres comme ça, et ce n'est pas le cas de tout le monde chez les acidies, comme on va le constater à nouveau sur la photo qu'on a déjà vue tout à l'heure, mais qui est ici légendée comme dans l'ouvrage. Donc en fait, c'est qu'on a... ah oui, alors le pointeur, lui, c'est tout en haut. Le rouge. Ouais, le petit bouton rouge. C'est moi, il y a un truc rouge, là, quelque part, on m'a dit. Ah oui, il est là. Donc là, on a une acidie. Un acidie, c'est un être qui possède 2 siphons, un siphon buccal et un siphon anal. Et donc, sous ces petites choses rouges, il y a bien une acidie solitaire. Mais elle est colonisée par les botryoïdes ici, des botryoïdes étoilés par là, les clavelines sont juste à côté. Donc c'est assez particulier. C'est particulier parce qu'en fait, justement, lorsqu'on parlait de faire un inventaire des habitats, en fait, on parle aussi un peu de certaines espèces. Parce qu'il y a des espèces qui structurent l'habitat. Donc quand on dit oui, un milieu sablo-vaseux, ça reste à peu près neutre, ou un estran rocheux, ça reste aussi à peu près neutre. Mais quand on dit un herbier à Posidonie, on sait qu'on est sur un milieu sablo-vaseux, enfin sableux surtout, hein, et puis qu'il y a quand même une espèce, et la Posidonie, c'est quand même une espèce. Donc de même, on peut avoir en Martinique, par exemple, on a une structure, un substrat rocheux, et dessus, il y a plein d'éponges. Alors en Martinique, lorsqu'on a fait l'expédition en 2016, on a trouvé 200 espèces d'éponges différentes. Bon, c'est structurant pour le milieu. Donc ça, c'est ce que disait Vincent tout à l'heure, mais voilà, c'est vraiment ça. Il y a des espèces comme ça qui vont caractériser le milieu. Et donc là, on a toutes ces petites choses-là, avec donc, effectivement, des acidies qui se retrouvent colonisées. Donc il y en a pas mal, hein, même dans les solitaires, l'acidie sale, l'acide intestinale et tout, peuvent être colonisés par des sédiments, des petits morceaux de coquilles et puis d'autres organismes. Donc ça peut devenir des écosystèmes. Ce sont des espèces qui peuvent devenir des écosystèmes. Voilà. Mais pas toutes. Ah oui, j'avais écrit ça carrément. Hein, voilà. Je regarde même pas ce que j'écris, moi. Donc, oui, mais pas toutes, parce que justement, il y a des acidies qui ont cette capacité, qui fabriquent un produit, qui ont des molécules qui permettent d'empêcher d'être colonisés. Et alors, notamment dans la famille des didymdines, il y a ce genre de propriétés. Et il y a un truc assez paradoxal, c'est que les acidies, ça fait partie du fouling, c'est même l'élément principal du fouling.
Donc ça peut, alors, si vous avez un voilier mais que vous sortez pas souvent, eh ben, sur votre hélice, il peut y avoir tout un tas de colonies d'acidie. Et il se trouve que, ben, justement, en étudiant ces molécules des acidies qui restent propres, on a découvert cette molécule qui permet qu'elle reste propre. On l'a synthétisée, cette molécule, et maintenant on l'intègre dans des peintures anti-fouling. Donc l'acidie, il y a une acidie, qui a donné la solution au problème. Quand même sympa. Voilà. Ensuite, ben, effectivement, particularité de ce groupe-là, ben, c'est une grande capacité à se fixer sur tout type de support. Les larves voyagent bien, ça colonise facilement les milieux. Bon, donc on peut les retrouver un peu partout. Évidemment, comme il y a des centaines d'espèces, j'ai fait un choix. Et comme je suis limité dans le temps, à une dizaine de minutes aussi, mes collègues me connaissent, donc ils ont dit non, toi, 10 minutes, tu te calmes. Donc je n'ai mis que quelques espèces, on ne va pas tout voir. Mais je voulais vous montrer un petit crustacé péracaride, une caprelle, parce que ça fait partie de mes chouchous, même si je préfère les mollusques, mais bon. Parce que voilà, c'est des petites crevettes squelettes. C'est minuscule, cette taille-là. Ça se mélange bien un petit peu au milieu des petits hydraires, des bryozoaires. On peut les voir aussi autour de débris d'algues, etc. Ils sont très discrets, mais en même temps, ils sont très jolis. Et donc, il ne faut pas oublier, effectivement, que dans la biodiversité, il y a beaucoup de choses qui sont de petite taille. D'ailleurs, c'est la majorité. La grande majorité des espèces sont de très petite taille. Voilà. Voilà pour la caprelle. Vous pouvez en trouver également sur l'estran, régulièrement. Mais il faut avoir l'œil, il faut se pencher tout. Voilà. C'est un amphipode, c'est de la même famille que les puces de mer, que vous voyez plus souvent, mais qui sont un petit peu plus ventrus, donc on les voit aussi plus facilement. Anémone de mer, ben oui, l'anémone de mer verte, voilà, ça peut être banal, mais enfin, c'est quand même bien d'avoir des anémones dans les ports. En plus, ben, il y a parfois aussi des situations de couples d'anémones qui peuvent se fixer sur des êtres qui, eux, bougent. Donc, on a des animaux qui vivent plutôt fixés, qui peuvent se déplacer de temps en temps un peu, les anémones, mais bon, elles font pas ça souvent. Mais par contre, lorsqu'elles sont accrochées sur un mollusque ou sur un crabe, etc., eh ben, ça permet de se promener. Et donc, pour le plancton, c'est pas plus mal, ça circule, les courants marins, etc., les courants d'eau. Donc voilà, une belle anémone verte. Il y a pas mal d'autres anémones qui ont été trouvées, mais elles sont dans le livre. 10 €. 10 € le livre. Ouais. On est là pour ça aussi un peu. On vous montre les belles photos. Elles sont dans le livre, les photos. Je vous montre également un petit peu de mollusques. En l'occurrence, on est sur un nudibranche éolidien. Il y a un petit logo sur la gauche qui n'a rien à voir, mais enfin bon, c'est pas loin. C'est en fait avec les gens de l'université, le Subaqua Club et tout, on est sur un projet d'inventaire de nudibranche depuis début 2024. Donc on a trouvé pour l'instant 55 espèces dans l'enceinte du parc marin. C'est un projet de sciences participative, donc on emmène les gens sur le terrain en estran, et puis il y a aussi des plongées à la belle saison. Et donc là, ça fait partie des espèces qu'on a trouvées dans le port également. La photo, c'est de Thierry Guyot de l'université qui nous a aidé par tous les supports qu'on a fait pour ce projet. Il a participé. Donc voilà, magnifique photo, parce que quand même cette espèce-là, ça fait moins de 2 cm, le maximum. Et on emmène les gens pour les repérer sur l'estran à l'œil nu. Quand ils en trouvent une, ils sont contents. Voilà, donc les coryphèles, ce sont des mangeuses, des brouteuses d'hydraires. Donc elles sont présentes dans le port, ça veut dire qu'il y a aussi des hydraires. D'ailleurs, pour les repérer, souvent, on cherche les proies. Donc voilà, on a trouvé ça dans le port de Plaisance. Les plongeurs ont trouvé cette espèce-là. Ils n'ont pas vu de Doris cantabrique. Oh, qu'il est beau. Ça y est, j'ai entendu. Et alors, on n'a pas vu le Doris cantabrique. Les plongeurs ne l'ont pas vu, mais ils ont vu sa ponte. Parce que nous, on essaie aussi d'apprendre à reconnaître les pontes qui s'entortillent de différentes façons et de manière spécifique. Chaque espèce a sa manière de pondre. Et les petites gaines avec les œufs aussi ont des aspects différents. C'est pas toujours évident, mais il y en a pas mal. Donc, le Doris cantabrique, sa ponte a été trouvée dans le port, et lui, c'est un mangeur d'éponges. Donc, il y a forcément aussi des éponges. Autre espèce, alors là, il est un peu entortillé, ça c'est une photo de Franck Faillant du Subaqua Club. Il est là, il est dans la salle, Franck. Oui, il est là, je le vois. Il va pas lever la main et tout. Ah, voilà, quand même. Ouais.
Voilà, c'est un ver plat à papilles. Il y a eu 2 espèces de vers plats qui ont été trouvés dans le port, et dont celle-ci, qui est une espèce invasive, en quelque sorte, en tout cas exotique à la base. Premier signalement sur la côte atlantique en 2018. Donc le premier article qui a cité cette espèce-là comme étant arrivée chez nous, c'était en 2020 dans les annales de la Société des sciences naturelles de Charente-Maritime, qui est basée au muséum, évidemment. Et donc voilà, donc cette espèce-là, on la retrouve de plus en plus sur les estrans, et on la trouve également dans le port. Alors, on ne connaît pas encore les interactions. Un inventaire, c'est une photographie de la biodiversité à un moment donné. Après, il y a des gens qui font du suivi. Et ensuite, après, on peut prendre des mesures de protection, d'adaptation, etc. Mais la base, c'est l'inventaire. On ne peut protéger que ce que l'on connaît. Donc, si on ne connaît pas, on fait un peu n'importe quoi. On ne sait pas trop ce qu'on fait finalement. Voilà, on va passer aux poissons. Alors là, c'est pareil. Pour les poissons, il y a eu 2 méthodes. Donc, d'une part, il y a eu des plongées. Et d'autre part, il y a eu une méthode scientifique innovante, c'est-à-dire de prélèvement d'eau pour l'ADN environnemental. Donc, je vais brièvement parler un petit peu des 2 aspects. Plonger dans un port, c'est pas évident. Bon, d'abord, c'est pas autorisé de base. En fait, il n'y allait pas tout seul. Voilà. Donc, il y avait des autorisations et autres. Mais ça peut être compliqué parce que autant le long des pylônes, des piliers, bon, ça se passe bien et tout, mais quand on va vers le fond, c'est vaseux. Donc les plongeurs, en fait, ne pouvaient pas aller juste à 60 cm du fond, parce que si on palme un peu la vase, et on ne verra plus rien. Donc du coup, d'avoir la méthode de l'ADN environnemental, c'était vraiment un plus. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est que l'ADN environnemental. Non. Bon, on explique rapidement. Les êtres vivants là, qui sont en mer, ils vont laisser des traces d'ADN qui vont rester dans l'eau pendant jusqu'à 48 heures. Hélène Thomas est là, de toute façon, elle va me dire que c'est 48 heures, ça va. À peu près. Voilà. Voilà. Et donc, en fait, en faisant des prélèvements, on va retrouver des traces d'ADN d'organismes qui sont passés là. Et quand on sait ce que c'est, comme espèce et tout, on peut l'identifier. Et donc là, il y a eu pas loin d'une 50aine d'espèces de poissons qui ont pu être recensées avec cette méthode-là. C'est une méthode innovante qui est en cours de développement, qui est originale, qui marche très bien sur certains groupes, et puis qui a aussi ses petits inconvénients, à savoir que le problème avec l'ADN environnemental, c'est qu'il faut connaître l'ADN des espèces. Et donc, il faut que les banques de données soient et c'est pas le cas. Un prélèvement de tissu ADN, on l'analyse, ça coûte 100 € dans un labo. Enfin, voilà. Donc, quand le Musée national fait des grandes expéditions et qu'on a 1000 prélèvements de tissu, vous voyez déjà le budget qu'il faut avoir prévu. À 100 000 €, ça commence à 150 000, voilà. Donc, en fait, il y a plein d'espèces dont on ne connaît pas la carte d'identité génétique pour l'instant. Et y compris les espèces basiques, locales, des bigorneaux, machin, enfin voilà, des trucs qu'on voit tous les jours. Et en fait, personne n'a encore fait l'ADN. Vraiment, sur les côtes autour de chez nous. Donc du coup, évidemment, quand on n'a pas l'info, on peut trouver des traces d'ADN dans l'eau, mais on ne saura pas à quoi la rattacher. Mais le groupe des poissons, ça marche bien, parce que ça fait partie des groupes qui sont étudiés depuis longtemps. C'est-à-dire, contrairement à tout ce que je vous ai présenté avant, ça fait pas partie de la biodiversité négligée. Alors la biodiversité négligée, ça veut pas dire ça veut dire simplement qu'il y a peu de chercheurs, il y a moins de chercheurs qui travaillent dessus. En gros, quelle biodiversité n'est pas négligée, c'est les vertébrés. Bon, nous on est vertébrés. Bon, alors, les vertébrés, voilà. On a commencé par ça. Donc les mammifères, les oiseaux, les poissons, c'est les trucs qu'on connaît le plus. Donc c'est ceux dont sur lesquels on a le plus d'informations génétiques. Et donc, ouais, effectivement, c'est plus simple de travailler avec cette méthode-là sur ce groupe-là. Mais il y a encore beaucoup de travail et d'efforts à faire pour alimenter les banques de données, les bases de données, pour pouvoir relier les espèces aux informations génétiques qu'elles laissent dans la nature. Là, en l'occurrence, on montre l'émeuil. Bon, je sais pas s'il y en a qui parlent charentais dans le coin. Je me suis dit, faut pas être sectaire, parce que je mets toujours les noms scientifiques, forcément en latin, parce que nous, dans les muséums, c'est ça. On prend le pied, c'est quand il y a les noms scientifiques en latin. Bien compliqué et tout, puis on explique pourquoi on l'appelle comme ça. Et là, je me suis dit, allez, on va leur montrer qu'on n'est pas complètement fermé. On va mettre l'émeuil. Si ce n'est que, quand même, l'émeuil, il y a 3 espèces dans le port. Eh oui. Il faut se méfier aussi des noms communs et tout ça. Alors, je vais faire une digression, mais qui était prévue dans mon temps de parole. Bon, les patelles, tout le monde connaît les patelles. Il y a un autre nom pour les patelles, chapeau chinois pour les enfants et tout, pour bien se situer. Voilà. Bon, mais nous, les Charentais, les Rochelais, on appelle ça comment?
Non, non, vous n'êtes pas charentais, là. Voilà. Les jambes. À La Rochelle, la Charente, c'est les jambes. Ah, les Bretons, oui, c'est les Berniques. Ou les Bréniques, si c'est des Bretons bretonnants, qui n'arrivent pas le breton, les Bréniques. Et les Marseillais, c'est les Arapèdes. Et les Corses, c'est pas tel là. Bon, alors déjà, rien qu'en France, on a plein de noms. Alors vous imaginez, après que vous devez échanger avec des chercheurs espagnols, islandais, machin et tout, le latin, ça sert à ça. Avec qu'on puisse communiquer ensemble sur les espèces, les machins. Bon, alors voilà, tranquille, il y a plusieurs mulets, et j'ai pas mis de latin sur ce coup-là. Autre espèce de poisson identifiée. Là, j'ai mis aussi des petites attérines, parce que c'est des petits poissons qui sont en banc, et que, comme les mulets, en fait, vous pouvez les voir du bord du ponton et tout. Hein, on les voit se déplacer, s'arrêter, etc. Donc, ça fait partie vraiment des choses qui sont accessibles à l'œil nu à tout le monde quand on se balade, voilà, dans le port. Donc, j'ai mis des petites attérines. C'est vraiment un choix purement subjectif. Attérina presbytère pour cette espèce-là, ouais. Cuvier 1829. Il n'y a pas de parenthèse. Quand il n'y a pas de parenthèse ici, ça veut dire que le nom n'a pas changé depuis la description originale en 1829 par Monsieur Cuvier. Parce que ça, c'est l'auteur de l'espèce. Ça, c'est l'année de la description. Et on met des parenthèses quand, depuis ce temps-là, les connaissances ont évolué, et puis on s'aperçoit, ah mince, on l'a pas mis dans le bon genre. Donc le premier mot, faut le changer, on met un autre mot, et là, après, on met entre parenthèses. Mais on garde le nom d'auteur, on n'a pas le droit de débaptiser. On n'a pas le droit de changer le nom de l'espèce. Voilà. J'aurais pu, évidemment, les poissons, mettre aussi les hippocampes. Que les plongeurs ont vu. Parce qu'il y a 2 espèces d'hippocampes en Atlantique. Les 2 ont été vus dans le port. Et les hippocampes, c'est particulièrement sensible à la pollution. Donc les efforts qui sont faits par tous, organisés par le port, hein, mais aussi avec la communication auprès des plaisanciers. Et donc les plaisanciers qui eux aussi, ils sont impliqués dans la chose, il y a des résultats. Hein, donc ça, c'est quand même faut être optimiste avec ça. Parce que oui, évidemment, la biodiversité, elle est menacée aujourd'hui d'une manière générale. Hein, on est sur la 6e extinction de masse des espèces. Mais il y a quand même des lieux, il y a quand même des initiatives qui font qu'il y a plein d'endroits où on a quand même des espoirs de voir les choses. La vie, elle s'en tirera toujours. De toute façon, on trouve toujours des moyens de s'infiltrer. Mais les efforts qui sont faits, ils sont payants, et ça, c'est vraiment bien pour tout le monde. Voilà. Et donc là, j'ai dépassé mes 10 minutes, je sais même pas. Ah non, j'ai la dernière. Bon, juste pour dire que voilà, les inventaires, justement, ils se poursuivent à grande échelle. Il y a très peu de grandes organisations qui font des inventaires d'ampleur. Le British Museum a arrêté. Il reste plus que le Smithsonian de Washington et le Muséum national de Paris. Pourquoi est-ce qu'on fait des grands inventaires? On connaît 2 millions d'espèces vivantes dans le monde. On pense qu'il y en a encore 5 à 7 millions à découvrir. Notamment dans les fonds marins, notamment dans le sous-sol. Les bactéries, les champignons qui sont dans le sous-sol, on n'explore pas beaucoup les sous-sols. Mettre cette biodiversité aux normes du 21e siècle. On en a parlé tout à l'heure, les GPS, les photos numériques, l'ADN. Le dernier inventaire qui avait été fait en Corse avant ceux de 2019 à 21 avec le Muséum national, daté de 1826. C'était un gars tout seul, Pérodo, un Vendéen, il y a un petit musée dans sa commune. Le gars, il est parti en 1824-1825 pendant 2 ans pour explorer la Corse, pour faire l'inventaire. Les inventaires du Muséum national, on part à 60. Et on fait l'effort de collecte et de collecte d'informations qui permet de se remettre un peu aux normes et puis de rattraper un peu les choses. Et on trouve des espèces nouvelles à chaque fois. Sur la 2e expédition en Corse, dans le sud, on était une journée où il faisait vraiment pas beau, les plongeurs pouvaient pas aller au large plonger, donc ils ont plongé dans le port de Porto Vecchio, encore un port. Et le long d'un ponton, on a trouvé une espèce de mollusque inconnue pour la science. Une espèce nouvelle dans le port de Porto Vecchio. Donc la biodiversité, c'est partout, même en bas de chez nous. Et puis cette biodiversité, elle est riche, elle est variée, et il y a encore plein de choses à découvrir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et donc, après, il va y avoir des questions, c'est ça.